Bonjour, messieurs, mesdames les commissaires. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je me présente dans un premier temps. Je me nomme Marie-Laurence Bohémy. Je suis conseillère aux affaires métropolitaines à la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud. Petite présentation de l'organisation. Donc, on est une entité politique. Madame Lapierre, vous n'avez pas débuté la minuterie. je regardais combien de temps il reste. Merci. On voit que ce n'est pas votre première fois, là, vous, là. Voilà. Donc, on est une entité politique là, composée des maires et mairesses des 40 municipalités du secteur de la Couronne-Sud que vous connaissez. Notre population s'élève à un peu plus de 530 000 habitants. La mission de l'organisation, c'est bien entendu d'assurer une certaine cohésion et une cohérence des traitements des dossiers de nature métropolitaine, puis aussi de faire converger les positions consensuelles là, du territoire aux différents paliers de gouvernement. Vous le savez, un peu comme les activités de la CMM, celles qui touchent la Couronne-Sud relèvent en fait des dossiers qui sont traités ici, donc soit le développement économique, l'environnement, l'aménagement du territoire, le logement social, le transport et bien entendu la gestion des matières résiduelles. Donc, le retour rapide sur le mémoire, on tient à rappeler à la CMM qu'on est satisfaite de la majorité des conclusions et des orientations inscrites dans le présent projet de PMGMR. Or, il y avait certaines orientations, mesures qui soulevaient des questionnements de la part des élus de la Couronne-Sud et c'est donc le moment où on souhaite vous les partager. Certainement, vous avez lu les mémoires, mais on souhaitait relever certains éléments. Il y a 3 éléments qu'on souhaite relever qui, pour nous, on considère qu'ils sont prioritaires. Le premier élément, ce sont les représentations gouvernementales. Donc, la Couronne-Sud reconnaît, tel que présenté par Mme Lavergne, que le PMGMR est en concordance avec les enjeux de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et la stratégie de valorisation de la matière organique, et que la communauté s'appuie sur les recommandations gouvernementales, sans toutefois être un exemple à l'échelle québécoise. Je m'explique. On considère en fait que les objectifs québécois sont très peu ambitieux en matière de réduction à la source, de réemploi, de récupération et de recyclage, sans compter que trop de matières résiduelles, comme vous le savez, prennent encore le chemin de l'élimination ou n'ont tout simplement pas de filière de récupération, de chemin d'élimination et non pas de filière de récupération. Merci. On considère aussi que le gouvernement du Québec devrait accélérer l'implantation des mesures qui agissent en amont de la chaîne de production des matières résiduelles en s'appuyant, bien entendu, sur certains concepts, comme vous connaissez peut-être, soit l'éco-conception et l'économie circulaire dont Mme Lavergne a parlé tantôt. On sait que la CMM a de bonnes relations, du moins des relations, je ne peux les qualifier, je ne les connais pas, a des relations avec le gouvernement du Québec, qu'elle participe activement là, à l'amélioration de la qualité de vie des Québécois par la participation à de nombreux dossiers, comme la modification des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, aussi par la mise en œuvre là, de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. On considère qu'il est tout à fait possible de penser que la CMM peut aussi élever le discours en matière de gestion des matières résiduelles et de proposer des mesures novatrices au gouvernement du Québec pour permettre d'aller plus loin. Ainsi, la recommandation, on considère que la Couronne-Sud, considère que le milieu municipal et les citoyens déploient et continuent de fournir des efforts très considérables en gestion des matières résiduelles, et que la communauté devrait continuer à user son influence politique pour ouvrir le dialogue avec le gouvernement dans une stratégie nationale plus contraignante, ce qui permettrait certainement de meilleures performances au chapitre de la récupération, du recyclage, du réemploi dans l'optique d'une réelle volonté d'appliquer le principe des 3 RV. Vous trouverez aussi dans le mémoire davantage de suggestions quant au sujet qu'on souhaiterait qu'il soit discuté avec le gouvernement du Québec. Le deuxième point qu'on souhaitait soulever, c'était en lien avec le rapport du BAP. Donc, la recommandation, en fait, une des recommandations du rapport du BAP était justement l'exemplarité de l'État. Donc, comme vous savez, c'est un des nombreux sujets qui ont été discutés. Mme Lavergne en a parlé tantôt que c'était un élément, un document de base qui avait été utilisé dans le cadre de la production de ce plan-là. On considère en fait que c'est qui est tout à fait pertinent que la CMM mette davantage en application les conclusions de ce rapport-là, qui a été déposé, comme vous le savez, récemment.
dernier élément qu'on souhaite discuter avec vous, ce sera très rapide de ce que je vois au niveau de la minuterie, c'est en lien avec l'orientation 6. La Couronne Sud considère que le rôle de la CMM est de planifier la gestion des matières résiduelles, d'énoncer des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d'élimination des matières résiduelles, de soutenir les MRC et les municipalités, de concerter les acteurs et les partenaires, de réaliser des études, mais qu'on considère que celle-ci n'a pas la compétence d'imposer les outils et les moyens de la mise en œuvre de ces plans. On est d'avis, en fait, les élus de la Couronne Sud, vous comprendrez, que 3 des 6 mesures qui sont présentées dans l'orientation 6, soit les mesures 36, 37 et 38, sont contradictoires quant à la notion d'autonomie régionale et l'approche de gouvernance qui est proposée. La Couronne Sud recommande plutôt de se doter d'une structure de concertation au lieu d'une structure de gouvernance, avec le restant du libellé là, qui suit cette mesure. L'objectif étant, bien entendu, de maximiser la synergie, l'efficience au bénéfice de tous les secteurs, donc des MRC et aussi des municipalités. Donc, la table des préfets considère aussi que la notion d'autonomie régionale soit prise en compte et que les cinq secteurs qui composent la CMM planifient et implantent, donc selon leur réalité régionale, les installations nécessaires pour le traitement des résidus ultimes pour leur territoire. L'objectif étant de soutenir les MRC et les municipalités, non de les contraindre. À ce stade-ci, la Couronne Sud souhaite rappeler que les MRC et les municipalités ont déjà de l'expérience en la matière puisqu'ils ont eu le mandat, il y a quelques années, d'implanter les installations de traitement des matières organiques. Ainsi, on souhaiterait aussi modifier la mesure 38 afin de préciser à l'intérieur du libellé de respecter l'autonomie régionale. Et bien entendu, on considère qu'il est tout à fait opportun à ce stade-ci de réduire concrètement le kilométrage parcouru par les matières. Et une des suggestions de la Couronne Sud est aussi de ne pas s'astreindre catégoriquement à la délimitation géographique de la CMM et de ces 5 secteurs. Par exemple, s'il y avait une installation tout juste à l'extérieur des limites de la CMM, mais qu'on ne peut venir déposer nos matières à cet endroit-là, mais qu'on doit aller à l'intérieur de la CMM, mais de l'autre côté, on considère juste qu'en termes de kilométrage parcouru, ce ne serait pas nécessairement le plus efficace. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre intervention, pour la façon dont vous avez été succincte aussi. C'est une belle façon, je pense que vous brisez bien la glace, donc bravo pour ça. Est-ce qu'il y a des membres de la commission qui ont des questions? Oui, quelques-unes. J'en ai aussi, donc, mais vas-y, Marie-André. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Très intéressant. C'est sûr que, comme élu de la Ville de Montréal, je suis enchantée de voir que les élus, les 40 municipalités de la Couronne Sud, 40 municipalités souhaitent aller plus loin, puis qu'on aille au-delà des objectifs du gouvernement du Québec et d'être plus ambitieux. Est-ce que je voulais peut-être que vous élaboriez un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si au sein des 40 municipalités, il y a des initiatives peut-être dont vous pouvez nous parler qui démontrent un leadership par rapport à la réduction à la source, ou est-ce qu'il y a des cibles zéro déchet, par exemple, déjà au sein de certaines des municipalités, ou est-ce que quand on dit aller plus loin, c'est même de porter une vision zéro déchet comme c'est le cas à la Ville en ce moment, à l'horizon 2030? Au niveau de la table, il n'y a pas d'éléments qui ont été discutés à cet effet-là. Il n'y a pas d'initiatives qui ont été partagées de la part des 40 municipalités, du moins de ma connaissance. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur le territoire, mais je sais qu'en termes de réduction de matière, puis au niveau du traitement des matières organiques, je ne connais pas l'acronyme, la définition de l'acronyme complet, mais on a la CEMEX. Peut-être que M. Guertin pourrait m'aider à cet effet-là, mais sinon, on peut regarder rapidement sur Internet. Merci beaucoup, M. Guertin, j'apprécie. Donc, on a cette organisation-là pour le traitement des matières organiques qui aide beaucoup, en fait, la réduction de l'élimination. C'est
une initiative, merci, qui a été prise là, par la Couronne-Sud du côté est de la Couronne-Sud, mais qui très clairement là, vient nous aider à répondre aux enjeux aussi et aux mesures là, du PMGMR en vigueur et, bien entendu, du prochain PMGMR. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, Mathieu, oui. Merci, Monsieur le Président. Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation également. Je dois dire que je partage votre sensibilité sur le fait que le gouvernement du Québec devrait, au cours des prochaines années, réfléchir à améliorer peut-être certaines dispositions pour mieux favoriser la réduction des matières résiduelles. Donc, c'est bien entendu de ce côté-ci de la table. Je voulais vous ramener au niveau de votre mémoire en ce qui concerne la mesure qui souhaite à diminuer le nombre de collectes donc, de matières recyclables. Donc, les gens de la Couronne-Sud nous suggèrent de passer à des collectes aux 3 semaines en hiver en ce qui concerne les matières résiduelles pour essayer de diminuer donc la quantité. Je voulais savoir s'il y a des villes sur la Couronne-Sud qui ont testé cette action. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif et est-ce qu'on remarque, parce que des fois, en diminuant le nombre de collectes, des fois, on peut remarquer de la contamination qui peuvent aller dans d'autres bacs, étant donné que les gens n'ont plus de place. Bon, ce n'est pas des comportements qu'on souhaite voir arriver. Mais je voulais voir si cette mesure était soutenue par une expérience de la Rive-Sud. Encore là, comme à la réponse de Mme Auger, c'est une suggestion qui a été faite là, de la part appelons-le du technique, des responsables de gestion des matières résiduelles des MRC. Je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse à votre question de façon très, très précise, mais cette recommandation-là venait aussi avec l'idée de réduire le kilométrage des camions qui circulent pour, bien entendu, limiter le plus les GES possible dans un contexte où on doit aussi limiter ces GES-là. Donc, c'était un peu sous cette réflexion-là que cette recommandation avait été proposée, là. Excellent. Merci beaucoup pour votre réponse. Puis comme vous me parlez de diminuer le nombre de kilométrages, j'irai peut-être pour une petite précision concernant un des derniers points que vous avez mentionné dans votre rapport. Donc, à la page 22, à la recommandation 12, vous suggérez que, avec les futurs sites d'installation de traitement de résidus ultimes, la table La Couronne-Sud souhaite respecter l'autonomie régionale des 5 secteurs de la CMM, tout en ne se cantonnant pas à la délimitation géographique de celle-ci. Donc, en disant qu'on pourrait sauver du kilométrage tout en restant souple dans la façon avec laquelle on gère notre autonomie régionale. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre pensée là-dessus? Parce que ça peut paraître contradictoire de l'extérieur, mais j'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu plus précis dans votre intervention. Oui, tel que j'ai mentionné tantôt à la fin de ma présentation, l'objectif derrière cette recommandation-là, c'est de dire, prenons un exemple clair, que c'est le projet hypothétique. Là. Je vous dis, il n'y a rien sur la table. Par exemple, à Salaberry de Valleyfield, qui est à l'extérieur de la CMM, mais tout près, donc tout près de Vaudreuil-Soulanges, tout près de Beauharnois, il y aurait, par exemple, une installation, soit de résidus ultimes ou, par exemple, de valorisation de la matière organique, qui s'implanterait sur le territoire de Salaberry de Valleyfield. Par exemple, de réfléchir à ce que les municipalités qui sont tout près, intra-CMM, pourraient peut-être venir déposer les matières dans ces installations-là, qui sont adjacentes au territoire de la CMM, mais qui ne sont pas intra-CMM. Ainsi, si par exemple il y avait une autre installation, je dis hypothétiquement à Mirabel, bien, on réduit beaucoup plus le kilométrage et la quantité de GES pour les municipalités, du moins du pourtour de Salaberry de Valleyfield, au lieu de que les camions se déplacent là, et traversent tout le territoire pour aller, par exemple, à Mirabel. Merci. Et pour ma part, j'aimerais vous dire qu'on vous entend sur la question, en fait, sur l'ensemble des points que vous avez apportés. L'épineuse question de l'orientation 6 et de la gouvernance. Et je pense que le point de départ, c'est qu'une structure de gouvernance qui permet l'agilité et qui reconnaît l'autonomie régionale et des sous-secteurs de la CMM est possible. La concertation et la gouvernance peuvent aller de pair. M'est avis que la gestion des matières résiduelles dans le Grand Montréal, c'est tellement un grand défi. On a vu les chiffres, là, on n'est pas arrivé pour beaucoup des indicateurs qu'on avait dans l'ancienne version, qui est toujours en cours.
ça apparaissait un peu évident qu'il fallait prendre le taureau par les cornes à la grandeur de la CMM. Ceci dit, je pense qu'il est possible de le faire avec intelligence et dans le respect, bien sûr, des particularités, des expertises aussi et des contributions que chaque territoire de la CMM pourra apporter. Et vous serez, si ce point est retenu dans la version finale, tout le monde sera mis à contribution pour réfléchir cette structure de gouvernance intelligente et respectueuse. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour. Je représente le groupe prop.org, qui est le regroupement citoyen qui a amené la Ville de Montréal à réformer son règlement sur les circulaires. On est appuyé par 13 grands groupes environnementaux, dont, entre autres, la Fondation Suzuki, Équiterre, Greenpeace. Et on a aussi l'appui, d'après différents sondages, de entre 82 et 99% des citoyens et celui du BAP également. Le problème qu'on dénonce, c'est que les circulaires qui sont livrés de porte à porte représentent entre 11 et 20% de tout ce qu'on tente de recycler. Ça fait 100 000 tonnes de rebut par année, dont, entre autres, 182 millions de sacs de plastique. On trouve ça absurde. Puis, à preuve, je vous ferai remarquer que les pages jaunes, on ne les distribue plus sur tous les, au bas de toutes les portes des citoyens du Québec depuis 2010. Alors, c'est un peu absurde qu'on continue de distribuer 52 circulaires par année, alors que ça, on trouvait ça exagéré. Puis un bonus en plus, les courroies qui attachent les ballots de circulaires, sont laissées à la traîne sur toutes les rues de la ville aussi. Fait que, on trouve ça intolérable comme situation, et on propose 3 solutions. La première, au lieu de permettre la livraison partout, sauf si une interdiction est affichée, ce qu'on propose, c'est que ça soit livré uniquement aux endroits où une autorisation est affichée. Ça réduirait beaucoup la quantité inutile de circulaires qui sont immédiatement jetés aux poubelles. Il faut aussi, deuxième proposition, interdire les emballages plastiques pour tous les articles publicitaires. Parce qu'à date, chaque fois qu'on a parlé d'interdire des sacs, on parlait juste des sacs d'emplettes. Puis troisièmement, il faudrait faire respecter tout ça avec des inspections puis des amendes, sinon ça ne donne rien. Alors, j'ai élaboré en détail dans mon mémoire sur toutes ces propositions-là, mais j'aimerais prendre le temps qui me reste aujourd'hui pour répondre aux objections que d'autres mémoires qui vous ont été soumis ont soulevées. Il y en a une qui dit qu'il faudrait tout simplement attendre plus longtemps avant de faire ce changement-là. Pourtant, la mesure 3 du PMGMR actuel, je veux dire celui que vous proposez présentement, c'était déjà la recommandation 2 du PMGMR précédent, juste après une note sur l'urgence d'agir. Ça, c'était il y a 4 ans, et puis ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Alors moi, je dis, ce n'est pas une question d'attendre plus, c'est une question, on est en retard sur votre propre plan. Étant donné que ça coûte cher de nettoyer tout ça en attendant de nos rues, c'est pas gratuit d'attendre, là. Donc, je vous recommanderais d'agir rapidement. La deuxième objection que d'autres personnes soulignent, c'est que, je cite, « Le système actuel fonctionne très bien ». C'est faux. Nous, on a photographié plus de 30 000 infractions au règlement, la plupart qui sont survenues dans moins de 1/2 km². Alors, imaginez combien il y en a dans toute la CMM. C'est pour ça qu'il faut faire respecter les règles, parce que sinon, les distributeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Puis en plus, les inspections, ça s'autofinance. À raison de 4 000 $ par amende, ce qui est le tarif en vigueur à Montréal présentement, 30 000 infractions, ça rapporterait 120 millions de dollars.
Fait que je pense que ça couvre amplement le salaire d'un ou deux inspecteurs. La troisième objection qui nous vient de l'industrie, c'est que le changement de mode de distribution serait trop, je cite, complexe et prohibitif. Mais elle ne donne aucune preuve de ça. En fait, la seule différence, c'est que les camelots, ils vont, au lieu de s'arrêter, d'éviter les endroits qui ont des interdictions, ils vont s'arrêter aux endroits qui ont des autorisations. C'est pas plus compliqué, puis c'est pas plus coûteux de procéder comme ça. Tout le reste resterait pareil. Quatrième objection, on dit que les papiers utilisés pour les circulaires sont recyclés. Mais là, ici, on parle de papier enveloppé dans du plastique. Ça, c'est 0% recyclable, tant qu'on n'a pas séparé les deux matières. Et les centres de tri n'arrivent pas à le faire. Fait que tous les experts le disent, avant de penser au recyclage, il faudrait réduire à la source. Cinquième objection qu'on entend des fois, c'est que certaines personnes n'ont pas, je cite, accès à Internet, alors il faudrait garder les circulaires de papier. Là, je ne sais pas où ils vont chercher ça parce que les chiffres officiels, c'est que 97% du Québec est branché à domicile. Et personne ne sait si les 3% qui restent, ils tiennent tant que ça aux circulaires. Fait que pour accommoder une infime partie de la population, est-ce qu'il faut ignorer les 99% qui sont en faveur de réduire le gaspillage? Ça n'a pas d'allure. Encore une autre objection. Les circulaires permettraient au public, je cite, d'économiser jusqu'à 1 500 $ par année. Là, c'est franchement n'importe quoi. Parce que c'est comme dire que si on ne distribue plus de circulaires de porte-à-porte, il n'y aura plus aucun spécial dans les magasins. Les soldes, ils vont continuer, puis les économies que le public va faire vont continuer aussi. Encore une autre objection, on dit qu'une distribution limitée va entraîner, je cite, la mort des journaux locaux. Pourtant, le principal éditeur d'hebdo au Québec, Métro Média, appuie les livraisons réduites. Puis d'autres groupes de journaux comme Viva Média, Médialo, InMédia préfèrent être distribués dans des points de dépôt plutôt que dans des sacs de circulaires. Fait que, en plus, quand l'industrie affirme que ça coûterait 3 à 5 fois plus cher pour être livré autrement que dans les sacs, je vous réfère à notre mémoire où on donne un cas précis comme celui de Info Laurentide, qui est un journal qui est livré sans passer par les sacs, puis ça leur coûte moins de la moitié de ce que ça leur coûterait s'ils étaient dans les sacs. Parce que les sacs facturent pour que les journaux soient dedans. Alors, non, je ne pense pas que les journaux vont mourir. Une autre objection de l'industrie, c'est qu'il n'y a aucun, je cite, gain environnemental si tous les annonceurs passent par la poste au lieu des sacs. C'est un gros si, ça. Parce que, justement, d'après le propre argument de l'industrie, ça coûterait aux annonceurs 3 à 5 fois plus cher d'être distribués par la poste. Puis ils ne le font pas présentement. Ils pourraient le faire, il n'y a rien qui en empêche. En plus, il y a un test qui a été fait à la fin de 2022. On a essayé de distribuer un Publisac par la poste dans différents quartiers, puis les postiers ont refusé la charge de travail supplémentaire parce que c'était trop lourd, puis ils n'avaient pas l'équipement pour le faire. Alors non, je ne pense pas qu'il va y avoir une conversion massive des annonceurs vers les postes. Puis finalement, conclure, M. Montpetit. Oui, le dernier argument, celui qui fait le plus peur aux villes, c'est que l'industrie va les poursuivre. Regardez ce qui s'est passé à Mirabel, c'est une menace creuse. Mirabel a gagné son procès, puis quand bien même ça serait porté en appel, la Cour suprême a déjà appuyé d'autres mesures environnementales similaires, comme par exemple la loi canadienne qui limite les circulaires qui sont distribués sur Internet. Puis également, la Cour suprême a refusé de réviser l'interdiction des panneaux publicitaires du plateau Mont-Royal, comme quoi c'était de la pollution visuelle. Fait que je ne crois pas qu'on a besoin d'attendre 10 ans encore pour que la Cour suprême se prononce sur les circulaires. Comme le dit la mairesse de Montréal elle-même, s'il vous plaît, mettez vos culottes, puis limitez les dégâts dès maintenant, s'il vous plaît. Merci.
Merci beaucoup, M. Monpetit. Je salue votre passion et votre dévouement. Hein. C'est souvent quand il y a des mouvements comme ça et des gens passionnés qui font avancer les dossiers, qui font avancer l'ensemble de la société. Donc, je vous salue. Est-ce que j'ai des collègues qui voudraient intervenir avec une question ou un commentaire? Mathieu. Merci beaucoup, M. Monpetit, pour cette démonstration quand même éloquente de ce que représente la quantité de Publisac qu'on peut recevoir en une année. Sachez que la démarche qui est entreprise par la Ville de Mirabel et la Ville de Montréal ne laisse pas indifférente d'autres villes à travers le Québec. D'ailleurs, Mascouche-Terrebonne réfléchit à emboîter le pas présentement. D'ailleurs, nos journaux locaux ont quitté justement ce modèle de distribution pour aller vers un autre, donc une distribution directement dans des points de service. Ça nous laisse donc réfléchir à certaines réglementations à venir. À la lecture de votre mémoire, je me posais la question, je comprends que les municipalités, on a un pouvoir pour agir dans ce type de dossier, mais est-ce que vous ne penseriez pas que d'autres instances, comme le gouvernement du Québec, par exemple, ne pourraient pas légiférer en la matière, étant donné que c'est une situation qui touche l'ensemble du Québec? Donc, présentement, on a des villes qui, à la pièce, tentent de réagir pour essayer de faire la différence sur leur territoire respectif. J'ai vu qu'il y avait eu une pétition de près de 8250 noms qui a été déposée au Salon Bleu. Est-ce que c'est dans vos démarches de représentation auprès du gouvernement du Québec? Alors oui, la pétition qui a été déposée était à notre demande et ça a été déposé par Québec solidaire. Et la réponse que le gouvernement Legault a donnée à cette pétition-là, c'était que le gouvernement provincial n'avait pas à se mêler de ce dossier-là parce que la gestion des circulaires était une prérogative municipale. Alors, au lieu de continuer à se frapper à un mur de ce côté-là, je me suis dit, on ne va pas attendre, on va demander aux municipalités d'agir elles-mêmes. Vous avez parlé de la quantité de circulaires également que j'ai montré devant vous ici. J'aimerais souligner une chose, ça c'est ce qu'un foyer reçoit par année. Alors, si on multipliait ça par 3,5 millions de foyers, bien, je vous signale que ça remplirait la pièce au complet ici. C'est parlant. Vous avez le sens de la caméra également, M. Monpetit. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Monpetit, de votre intervention. Vous avez du souffle. Ça fait plusieurs années que vous livrez bataille sur cet enjeu. Vous avez réussi à convaincre beaucoup de Montréalaises, de Montréalais, ainsi que l'administration municipale à Montréal. Le règlement sur la distribution des imprimés publicitaires à Montréal va entrer en vigueur le 17 mars prochain. A été adopté, annoncé en mai 2022. On voit, c'est ça, les images parlent, c'est des grosses quantités. Il nous reste un grand défi, c'est celui de convaincre Post Canada d'adopter en fait, de suivre cette approche de transition écologique et aussi cette interprétation de la Cour supérieure par rapport à la nécessité de donner son consentement au préalable, comme on l'a vu dans la loi canadienne anti-pourriel où on doit donner son consentement. Ça, je pense que c'est aussi un grand défi pour les municipalités. Dans la proposition du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, il est proposé que les municipalités adoptent d'ici le 31 décembre 2024 une réglementation pour encadrer la distribution. Et donc, ça, c'est à l'ensemble des 84 municipalités qui adhèrent au plan métropolitain. Est-ce que ça, pour vous, c'est quand même une bonne nouvelle? Disons que j'ai été échaudé plusieurs fois par le passé, alors je ne veux pas laisser rien au hasard. La mesure 3 de votre PMGMR est malheureusement formulée présentement d'une façon, à mon avis, trop vague. C'est-à-dire qu'elle dit tout simplement qu'il faudrait encadrer la distribution des circulaires. Ça, on pourrait dire que c'est continuer de garder le système actuel. Pas d'accord avec ça. Je crois que les progrès vont uniquement arriver si on précise dans la recommandation qu'on voudrait que ce soit uniquement lorsqu'il y a une autorisation et également qu'on précise que les sacs de plastique doivent être interdits pour cette distribution-là
et également qu'il faudrait qu'il y ait des inspections puis des amendes qui soient réellement appliquées. Pas d'offense, mais Montréal a très peu appliqué les amendes qu'elle avait en place et c'est entre autres à cause de ça que l'industrie s'est permis de commettre 30 000 infractions dans un simple demi-kilomètre carré. Fait que c'est pour ça que je tiens à être très précis dans mes recommandations. Puis même à titre d'exercice pratique, je vais vous laisser les 52 circulaires qui sont ici. Et je vous rappelle que si vous voulez les mettre à la récupération, il faut séparer le plastique du papier. Si vous n'aimez pas ça, les citoyens non plus n'aiment pas ça. Merci. Merci à vous. Merci, ça nous donne des idées pour nos points sur la sensibilisation et l'information. Hein? C'est très pédagogique. Je pense que ça va faire œuvre utile. Merci beaucoup, Monsieur Montpetit. Oui, bonjour. Ça nous fait plaisir d'être présent aujourd'hui pour discuter en fait de votre projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Donc, je suis Arnaud Butka, je suis le directeur de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Montréal, puis je suis accompagné de Yves Equila, qui supervise entre autres toute la planification de la gestion des matières résiduelles dans ma direction. Je fais quelques petits chiffres pour commencer. Montréal, c'est 19 arrondissements, c'est aussi 1,8 million d'habitants. Ça veut dire à peu près 44% de la population de la CMN, également 68% des unités d'occupation. Montréal met en place la collecte de 5 types de matières, et puis avec 7 écocentres qui permettent de collecter par ailleurs. C'est aussi un peu plus de 750 000 tonnes de déchets qui sont générés par année, avec beaucoup d'hétérogénéité. On l'a vu dans la présentation faite tout à l'heure par Mme Lavergne, fait que je ne rebondis pas là-dessus, ça a déjà été présenté. Tout d'abord, la Ville de Montréal a adopté un plan directeur de gestion des matières résiduelles, ce qui était envisageable, comme l'a présenté Mme Lavergne, en 2020, qui est une échéance de 2025, mais aussi des objectifs jusque 2030. Ils sont orientés avec les mêmes piliers directeurs que ceux du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, donc on est très content de cet alignement. On a aussi plusieurs catégories d'actions qui sont similaires à celles qui ont été présentées tout à l'heure, donc je ne repasse pas au travers, ce n'est pas nécessaire. Avec 3 priorités d'action, puis c'est un peu plus là-dessus que je veux insister. La première qui est la réduction à la source, puis on va développer un peu plus les enjeux qui sont liés à ça. Le deuxième qui est le détournement des matières organiques de l'enfouissement, parce que c'est un enjeu qui est documenté dans le PMGMR et qu'on soutient complètement. Et le dernier qui est la mobilisation des parties prenantes. Au niveau des commentaires généraux, vous l'avez compris dans mon introduction, on est tout à fait, on adhère beaucoup en fait aux valeurs et aux principes et à la structure du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, avec surtout la mise en avant de la réduction à la source. Puis la Ville de Montréal a posé plusieurs gestes dans ce sens. Puis on voit qu'il y a une approche territoriale qui se met en place, qui est tout à fait reconnue et appréciée. On a aussi beaucoup d'appui au niveau de l'autonomie régionale qui est proposée pour toutes les raisons qui ont été développées précédemment, et évidemment la réduction des gaz à effet de serre, des kilométrages, etc., qui ont déjà été partagés. On souligne aussi l'importance de responsabiliser les ICI, les CRD, qui sont générateurs de presque 50% des matières qu'on a à gérer au niveau territorial. Et peut-être qu'on va même... mon collègue en parlera tout à l'heure, inciter à pousser un peu plus loin dans cette responsabilisation présente. Et le premier commentaire qu'on aurait aussi, c'est aussi d'intégrer dans la structure du PMGMR la transition en cours qui est maintenant, même avec un échéancier très précis, vers la responsabilité élargie des producteurs et tous les enjeux justement qui vont incomber finalement aux générateurs, dont l'ISFE, pour n'oublier aucune lettre, dont aussi la prise en charge des coûts, dont les modalités de collecte aussi, qui vont être en fait fixées par cet éco-organisme, Éco-entreprise Québec pour ne pas le nommer, ou la QCRB pour les aspects de consigne. Pour les autres points, Yves va continuer. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour être beaucoup plus synthétique, nous avons vraiment 9 recommandations à faire. On appuie déjà le travail qui est fait dans le cadre de ce PMGMR. Arnaud vient de faire une première recommandation dont je vais poursuivre par les autres. La prochaine, c'est plus en lien avec l'orientation 1, qui vise justement à réduire les quantités de matière à éliminer, bien sûr dans le principe du respect des 3 RVE. On a vu ici, vraiment la ville appuie vraiment cet objectif ambitieux là, qui vise vraiment à réduire
toutes ces matières-là. C'est cohérent vraiment avec notre PDGMR. Cependant, on souhaiterait quand même apporter un élément assez important. Vous vous souvenez tout de suite les impacts de la pandémie qui ont quand même révélé un certain impact au niveau des matières qui sont générées par les foyers. On a quand même pu observer plus de 2 kilos de matières qui ont augmenté, pardon. Et il faut vraiment aussi considérer également le fait que les ICI sont aussi des gros générateurs des matières. On l'a précisé dans le rapport. Et donc, dans ce contexte-là, la Ville recommande vraiment à la CMM de faire la promotion, la mise en place vraiment d'un cadre réglementaire qui vient encadrer toutes ces mesures-là qui visent à réduire vraiment les matières organiques, les matières résiduelles et avec une vision plus au niveau de la clientèle ICI. Et encore une fois, dans ce cadre-là, on ne peut pas le faire au niveau juste municipal. On l'a parlé tantôt, plutôt à plusieurs niveaux de paliers, que ce soit provincial ou municipal également. Notre prochaine recommandation est plus en lien avec les mesures 8 et 9. Donc, pour rappeler, pour certains, la mesure 8 considérait plus à élaborer un portrait sur le gaspillage alimentaire métropolitain. Et la mesure 9, elle est plus au niveau de la réalisation des projets qui visent à réduire le gaspillage alimentaire. Nous souhaitons vraiment rappeler ici que la Ville de Montréal a déjà quand même engagé certaines actions dans ce sens-là. Vous vous souvenez aussi quand même toutes les consultations qui ont été faites sur la cessation du gaspillage alimentaire, laquelle a débouché sur des actions qui sont en cours de mise en œuvre. Et dans ce cadre-là, la Ville de Montréal recommande vraiment qu'il y ait 2 actions qui se mettent en place très rapidement au niveau du volet citoyen et également au niveau des ICI. Là, il faut vraiment aller chercher les mesures qui visent vraiment à inciter la réduction à la source, à limiter le gaspillage, les pertes et surtout à accélérer aussi l'économie circulaire dans les différents secteurs, notamment bioalimentaires. Donc, la Ville de Montréal recommande vraiment de s'inspirer de nos actions. Quand je dis nous, celles qui sont mises en place au niveau de la Ville de Montréal, comme on dit, on ne va pas réinventer la roue. Certaines actions sont déjà lancées et surtout aussi, on recommande fortement à la CMM de pouvoir aussi regarder la charte de l'ONU qui vise vraiment à réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Donc, ce serait vraiment un élément à intégrer dans le cadre de ce PMGMR-là. La prochaine recommandation, celle-là, elle est plus en lien avec la mesure 18 qui, elle, concerne la collecte des matières organiques dans les institutions. Vous le savez tous comme moi que les institutions ne sont ni des commerces ni des industries. Donc, et de fait, c'est vraiment des gros générateurs de matières organiques, justement. Et ça nécessite des fois des collectes qui soient soit séparées, soit adaptées, soit on va les regarder même au niveau des fréquences et même des contenants qu'il faut, qui soient adaptés. Et surtout aussi, nous, au niveau municipal, on s'est très vite rendu compte que l'offre de services pour ce type de clientèle n'est pas forcément adaptée. Donc, il va peut-être falloir regarder peut-être des fréquences, notamment des collectes qui pourraient se faire au niveau des ICI. Et surtout aussi, nous, on a pu observer aussi qu'il pourrait arriver très facilement et rapidement une apparence d'inégalité dans les services qui sont offerts, que ce soit résidentiel qu'au niveau des ICI. Et donc, de ce fait, la Ville recommande très rapidement de pouvoir aussi se pencher sur justement cette cible-là et de desservir surtout ceux qui sont assimilables. Vous savez, quand on parle de ICI assimilables ou non assimilables, nous, à l'interne, c'est encore une des questions sur lesquelles on a encore du mal à se positionner. Mais il faudrait vraiment très rapidement qu'on puisse intégrer dans ce projet de PMJMR-là la desserte de ces ICI-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment des grands générateurs de matière. La prochaine recommandation de la Ville, elle est plus en lien avec la mesure 19, qui celle-là concerne vraiment, encore une fois, les grands générateurs qui sont non desservis dans l'adhésion à une collecte des matières organiques. Cette année, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Ville de Montréal est encore dans une approche où on va aller implanter la collecte dans des 9 et plus, et les ICI. Et donc, on recommande fortement aussi au niveau de la CMM de pouvoir prendre en charge l'accompagnement qui devrait se faire pour ces ICI-là dans leur collecte. C'est une clientèle complètement différente. On ne parle pas ici des 8 et moins qui, eux, c'est plutôt du résidentiel, mais on parle plus ici d'une clientèle qui est beaucoup plus différente, avec des enjeux qui sont spécifiques. Je vous invite à conclure, s'il vous plaît. Ah oui. Et donc, là, on recommande fortement vraiment de pouvoir regarder toutes les mesures qui visent à promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire et organique. Une autre des recommandations concerne, cette fois-ci, c'est vraiment de pouvoir aller regarder toutes les actions qui visent à maximiser le recyclage et la valorisation aussi des CRD. Je vais passer parce que ici, les cibles sont assez atteignables également en fonction du repère sur lequel on se positionne.
Et je vais poursuivre ensuite avec le rôle que les municipalités ont à jouer justement dans ce plan-là, notamment tout ce qui concerne l'ISE, qui est vraiment le fer de lance même qui permet d'amener les citoyens à passer à l'action. Et je vais donc terminer avec les deux dernières recommandations, dont une qui demande vraiment aller plus de l'avant vers cette structure de gouvernance-là, qui permet d'encadrer toutes les mesures qui visent à réduire les matières ultimes à traiter. Et aussi, le dernier élément, c'est plus au niveau financier. Comme vous le savez aussi, ici, il faut vraiment intensifier toutes les discussions qui permettent au niveau provincial de pouvoir intégrer le principe de responsabilité élargie des producteurs. Et il faut vraiment que ce soit appliqué à l'entièreté de cette question-là et surtout que tout le monde puisse assumer les coûts d'enfouissement des matières recyclables. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment les fournisseurs qui sont vraiment les producteurs, les générateurs. Je suis allé assez vite parce que le temps était assez court, mais on pourra poursuivre tantôt sur les questions à discuter. Je vous laisse reprendre votre souffle un peu. Merci beaucoup. Je vais y aller d'une première question pour vous en lien avec les ICI. On vous a entendu beaucoup et on entend, je pense, cette idée de mobiliser davantage et de responsabiliser davantage les ICI. Est-ce que vous pensez qu'un service de collecte des matières organiques qui est adapté aux ICI pourrait être offert par la ville si le coût est payé par les ICI, les coûts modulés selon les coûts réels de fonctionnement? Ben, en fait, l'idée sur papier, je pense qu'elle est viable. La difficulté, c'est le niveau de service et la variabilité de service qui va être requis en fonction des ICI et donc le sentiment d'inéquité qui va apparaître dans le service offert par une municipalité à des ICI parce que le niveau va être différent. Et donc, tout l'aspect, on va dire, oui, s'ils supportent les coûts, tout va bien, mais il y a tout l'aspect de gestion derrière contractuel qui va impacter à la ville. Donc les ressources, les frais indirects, etc., qui vont rendre l'aspect inéquitable. Ça, c'est le premier point. C'est la raison pour laquelle on ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, au niveau de la ville de Montréal, il y en a tellement que ça va être très, très, très difficile à mettre en œuvre, j'entends, en termes de niveau de service. L'autre difficulté à laquelle on va faire face, c'est la capacité du marché à rendre le service. Si on va avoir un service intégré au niveau territorial comme ça, le marché de la collecte, on le sait, c'est un marché d'oligopole. Donc, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Les municipalités sont aussi restreintes dans la modalité d'octroi de contrat. Ça enlève la flexibilité, alors même que les ICI ont probablement besoin de flexibilité dans le service. Je pense en particulier aux besoins saisonniers. C'est sûr qu'il y a des industries qui sont plus actives en période estivale qu'en période hivernale, et inversement d'ailleurs. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est sur papier, pourquoi pas, mais dans les faits, dans la mise en œuvre opérationnelle, ça me paraît très compliqué. D'accord, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous faites réagir vos collègues de la table d'à côté, sachez-le. Donc, les gens sont sensibles à vos paroles. Écoutez, j'avais des questions concernant les amendements agricoles pour l'utilisation de cendres. Vous en faites référence dans votre mémoire. Mais comme le temps file, je voulais vous emmener plutôt à la page 10 de celui-ci en ce qui concerne l'installation de futures infrastructures pour les résidus ultimes. Donc, j'ai vu, dans le fond, dans vos recommandations, que vous appuyez l'implantation de telles installations sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est grand, le territoire métropolitain, vous l'avez vu. Moi, j'aimerais que vous puissiez peut-être nous préciser comment vous voyez le déploiement de ces installations, notamment par secteur qui compose la CMM, d'une façon un peu plus précise. Donc, je voulais vous entendre là-dessus. Oui. Il y a plusieurs choses déjà à considérer sur ce sujet-là. C'est que la taille requise pour une performance, j'allais dire, économique, environnementale sur des infrastructures, gestion des matières, des résidus ultimes, on va le dire, ça demande beaucoup de tonnage. Alors, la ville de Montréal en a beaucoup, mais globalement, une approche territoriale, c'est pour ça qu'on parle d'une approche territoriale. Oui, il va en falloir plusieurs. Mais la localisation, personne n'en veut, on va se le dire bien franchement, la personne n'en veut nulle part sur le territoire. Donc, la clé de décision ne doit pas être forcément juste la localisation. Il doit y avoir la génération qui doit intégrer dedans. Il doit y avoir aussi l'existence ou pas de filières pour les sous-produits. Parce que si on envisage, par exemple, une valorisation thermique, je vais le dire comme ça, il faut à côté un utilisateur de cette énergie, sinon ça ne sert à rien. Donc il n'y a pas que l'implantation, il y a aussi la proximité de
l'écosystème économique qui est requis pour permettre ça. Il y a tout l'enjeu des transports, on le vit régulièrement actuellement aussi. Donc imaginez installer, puis la discussion a eu lieu un peu plus tôt, là, une infrastructure à Mirabel avec tous les enjeux que ça veut dire en termes de transport, ça va générer des enjeux opérationnels. Donc ce qu'on veut dire, c'est que l'approche, elle doit être territoriale en prenant en compte tous ces facteurs-là. Il n'y aura pas qu'une infrastructure de gestion des résidus ultimes. Il faut qu'on l'ait à grande échelle. Je voulais aussi compléter avec un élément qui est très important, c'est l'acceptabilité sociale aussi au niveau des différents sites. Quand le site sera retenu, si jamais c'est retenu, il faut vraiment aller dans une approche de consultation et d'acceptabilité sociale également. Bonjour, mesdames et messieurs des membres de la commission consultative. Je suis Martin Vizina, je suis le vice-président aux affaires publiques gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Dominique Tremblay, qui est directrice aux affaires publiques gouvernementales de la même association. Nous sommes très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter nos observations par rapport au projet de PMGMR 2024-2031 de la CMM. Avant de commencer, toutefois, un petit mot sur notre association, fondée en 1938, donc près de 80 ans d'existence. L'Association Restauration Québec est une organisation regroupant les propriétaires et gestionnaires du domaine de la restauration. À ce jour, nos membres exploitent près de 5000 établissements dans tout le Québec. En tant que principale voix de ce secteur, la RQ agit comme représentante de l'industrie de la restauration québécoise. L'association est sensible à la question environnementale et considère la réduction des volumes de déchets produits et l'adoption de pratiques plus durables comme des enjeux cruciaux de notre époque. La RQ, ainsi que l'ensemble de l'industrie de la restauration québécoise, sont conscientes qu'il faut poser des gestes pour préserver notre environnement et assurer un avenir aux générations futures. Dans ce cadre, nous avons toujours fait preuve d'une grande ouverture et d'un volontarisme certain quant aux questions environnementales. Cependant, la mise en place de mesures rendant plus durable l'exploitation d'un restaurant doit se faire dans un rythme qui tient compte de la réalité des restaurateurs. C'est dans cette optique que nous vous présenterons nos observations aujourd'hui. Heureusement, le volume de résidus ultimes de l'industrie non recyclables et compostables est très faible. En effet, les déchets produits par les restaurants sont majoritairement de nature organique ou recyclable. Selon une étude de cas menée par Recyc Québec, 58 % des déchets produits par un restaurant sont de nature organique de préconsommation, de post-consommation ou carbonée. La vaste majorité des autres matières résiduelles produites sont récupérables, ce qui permet finalement au restaurant d'avoir 2 % de déchets ultimes. Au niveau des actions, on voudrait commencer par celle numéro 18 et 19 du projet de PMGMR. Pour l'ARQ, il est capital d'offrir aux restaurateurs des solutions efficaces de gestion et de la collecte de matières organiques et recyclables. De là pourquoi ma réaction tantôt. Lorsque nous disons efficace, c'est que les modalités permettent le plus possible aux exploitants de bénéficier des conditions de collecte qui soient alignées à la gestion d'un restaurant. Il faut donc bien réfléchir au stockage de la matière de la collecte pour éviter les désagréments, notamment les odeurs pour les riverains en milieu urbain ou de l'espace disponible sur le terrain d'établissement pour les conteneurs. Pour nous, l'opérateur de la collecte, ce serait au choix du restaurateur. Des fois, pour une grande surface ou des grands établissements, il serait mieux peut-être avoir le libre choix et d'aller vers un choix privé ou une entreprise privée. Toutefois, pour les petits ici, comme les restaurants de quartier à Montréal, ils doivent avoir peut-être accès en premier lieu aux services de collecte municipaux. C'est en pensant à ce segment de l'industrie que nous voyons d'un bon œil l'adoption de la mesure 18. En milieu urbain, la création d'un tel service empêchera qu'il y a davantage de camions de collecte qui sillonnent les rues, aggravant ainsi les problèmes de trafic et de pollution. De plus, ces établissements sont déjà sur le trajet de la collecte municipale, ne rallongent pas nécessairement le trajet de cette dernière. Les matières organiques ainsi récupérées seront aussi profitables aux villes participantes puisque vous pourrez les valoriser soit en biométhanisation ou en compostage. Il s'agit donc d'une situation mutuellement bénéfique. De surcroît, il faut préciser que certaines compagnies de collecte privées refusent de desservir les plus petits ICI car ils ne sont pas assez nombreux avec le même fournisseur pour justifier une route. Sinon aussi, ça pourrait mener à des frais importants pour les petits ICI puisque, comme on mentionnait, il y a un certain oligopole dans ce marché. D'ailleurs, cette même logique s'applique aussi à la collecte des matières recyclables et c'est pourquoi nous sommes aussi heureux de voir la mesure numéro 14 qui indique que les petits ICI soient admissibles à une telle collecte. Aussi, afin d'optimiser le processus de collecte, la RQ considère également qu'il serait intéressant de repenser la philosophie de collecte. Actuellement, le compostage cible exclusivement les déchets alimentaires. Or, nous pensons que cette cible devrait être revue de sorte à englober toute substance biologique issue d'un végétal ou d'un animal.
De la sorte, les matières comme les résidus fer, le papier craft, les serviettes de papier, le papier de boucherie pourraient être compostés. Dans la même logique, nous pensons que les petits contaminants comme les godets de lait ou de beurre et les petits pots de sauce jetables devraient être tolérés dans leur compost, car leur présence accidentelle dans le compost serait inévitable dans notre industrie. Je vais donc laisser maintenant la parole à Dominique pour les autres mesures. Merci, Martin. Je commencerai mon intervention sur la mesure numéro 2. Bien que l'association soit favorable à un bannissement des produits de plastique non recyclables et à usage unique, ceci doit se faire par une transition harmonieuse. Par exemple, nous pouvons mentionner le nouveau règlement fédéral ou celui de la Ville de Montréal qui atteint, selon nous, ce critère. Ce dernier peut d'ailleurs être un modèle à suivre pour l'ensemble de la CMM. Une interdiction à plus grande échelle serait néfaste pour les restaurateurs de la CMQ. En effet, certains types de contenants jetables sont essentiels pour maintenir des activités de livraison alimentaire. Par exemple, la livraison d'une soupe tonkinoise nécessite un bol pouvant être fermé hermétiquement. Or, une telle livraison serait malheureusement impossible avec un couvercle de carton. La même réalité s'applique à la sauce barbecue, les salades, les choses comme ça. Donc, le couvercle de plastique est quand même assez nécessaire là, dans ces cas-là. Certes, on pourrait penser qu'un système de contenants réutilisables et consignés par le restaurant pourrait ultimement remplacer les récipients jetables, un peu comme les tiffins indiens. Cependant, un tel système est impossible à instaurer dans le contexte de la restauration québécoise. En effet, le volume important de livraison, la variété de l'offre alimentaire attendue par les consommateurs et la probabilité que le client ne rapporte jamais ses contenants forcerait les restaurateurs à conserver un stock colossal de plats. Cela, c'est sans penser aux enjeux par rapport à la réglementation en hygiène et salubrité là, à laquelle notre industrie est soumise en lien avec le MAPAC. J'irai maintenant à la mesure numéro 7, 8, 9, donc soit sur le gaspillage alimentaire. L'ARQ est persuadé qu'une grande partie de notre industrie serait intéressée à favoriser la redistribution des surplus alimentaires afin de lutter contre la faim et la pauvreté. Cependant, il faut savoir que la nette majorité des aliments qui sont jetés dans une activité de restauration sont les restes que les clients n'ont pas souhaité emporter. Cette source de surplus n'est donc pas redistribuable pour des raisons évidentes. Dans les faits, la nourriture est la ressource première de notre industrie et tout gaspillage représente une perte nette pour les restaurateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que les cuisiniers sont depuis longtemps des spécialistes de l'optimisation alimentaire. Lorsqu'un chef décide de récupérer les retards de légumes, les os de volaille, par exemple, pour faire un bouillon, pour la prochaine soupe du jour, il maximise en fait l'utilisation des produits achetés et donc leur rentabilité. Le fait d'éviter le gaspillage alimentaire fait donc partie de l'ADN de la restauration, car un exploitant qui gâche beaucoup de nourriture ne rentabilise pas le plein potentiel de son entreprise et est un peu un piètre gestionnaire. Certes, des surplus alimentaires existent quand même au sein de notre industrie. Cependant, ils sont traditionnellement offerts aux employés qui sont donc rarement gaspillés. Par conséquent, bien que nous pensions que de nombreux restaurateurs, principalement les traiteurs et les buffets, seraient intéressés à participer à un projet de redistribution des surplus, il nous semble peu probable que le volume de denrées collectées auprès de notre industrie soit suffisant pour justifier la mise en place d'une collecte particulière à grande échelle. Il faut savoir que la nette majorité des aliments qui sont jetés dans le cadre des activités de restauration sont les restes que les clients n'ont pas souhaité emporter. Oh, je me répète, je crois. Ça se ressemble, en tout cas. Donc, je voudrais vous dire, des fois, on pense qu'on peut juste réduire les portions dans les assiettes. Ça ne se fait pas comme ça parce que les clients vont venir, ils vont manger plus une fois, la fois d'après, ils vont manger moins. Puis on a déjà vu des cas où les restaurateurs avaient juste réduit la quantité de frites qu'ils mettaient dans l'assiette. Et vous auriez dû voir sur les réseaux sociaux, je ne nommerai pas les restaurants, là, mais c'était quasiment une guerre ouverte, là, dans le sens que les clients sont très, très, très sensibles quand on touche à la quantité, au prix, on le sait. Donc, voilà. Ensuite, je vous dirais aussi... On conclut. Un petit mot pour les mesures 12-13 portant sur l'éco-fiscalité. Nous devons vous sensibiliser aux difficultés qui peuvent survenir sur la mise en place d'éco-contributions sur certains contenants à usage unique. En premier lieu, les consommateurs le perçoivent comme une autre taxe à payer, et cela sans changer leur comportement quant à la consommation de ces items. Nous vous invitons d'ailleurs à regarder l'exemple de Vancouver qui a mis fin à son système d'éco-contribution sur les verres au 1er juin qui va mettre fin pour ces motifs. À cela s'ajoute le fait que nous n'avons pas de système de caisse permettant d'automatiser le processus. Nous serons donc à la merci des employés qui pourront oublier de puncher en bon québécois sur la caisse le frais et mettre à risque l'exploitant d'éventuelles sanctions pénales advenant un écart entre l'inventaire. Finalement, il est évident que les enjeux en gestion de matières résiduelles représente l'un des plus importants défis de la société québécoise devra surmonter au cours des prochaines décennies.
Consciente de cette réalité, la RQ croit que la réduction du volume des résidus ultimes et l'adoption de pratiques plus durables sont des enjeux cruciaux de notre époque. Ça va? Moi, j'ai juste quelques phrases. L'industrie de la restauration n'est pas opposée à la modification de ces pratiques et désire trouver une solution qui serait gagnante pour tous. Cependant, ces changements ne doivent pas venir une source de dépenses massives et de transformation radicale, surtout dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qui ébranle l'industrie. Donc, l'optimisation des pratiques de collecte des matières organiques constituerait en ce sens un excellent moyen de réduire le volume des résidus ultimes produits par la restauration. Merci. Merci beaucoup. Bien content d'entendre que les restaurateurs vont être de la partie et sont ouverts à contribuer. Vous l'avez mentionné, un très grand défi de notre société. Est-ce que j'ai des commissaires qui auraient envie d'intervenir? Oui? Tiens, Anne, on ne t'a pas entendu encore. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je me demandais s'il y avait des projets qui avaient déjà eu lieu pour inciter les clients à ramener les restes de leur repas, puis qui avaient été conclus, hein? Des projets ailleurs au Québec ou quand on parle de ramener les restes, là, on peut parler à la maison. Je vous dirais, le Doggy Bag est une norme sociale très acceptée au Québec. Là. Ah, très acceptée. Je suis surprise. Je pensais justement que non. Je vous dirais que pour plusieurs exploitants, ils offrent le Doggy Bag et c'est pas considéré mal vu. Je pense pas que la population considère mal vu. On a l'influence américaine qui est beaucoup là. Là c'est à un autre niveau. Là. Les Américains, c'est considéré un repas. C'est normal d'apporter un Doggy Bag parce que c'est une portion pour deux, pour deux repas. Mais ici, effectivement, le Doggy Bag, je pense que je vous dirais, le gros changement, c'est qu'on va abandonner les clamshells en styromousse pour d'autres contenants en carton, mais il va rester encore les Doggy Bags, là, ils vont être là pour rester. OK, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. C'est un grand jour, 28 mars aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur à la Ville de Montréal du règlement qui bannit certains articles à usage unique en plastique. Je suis contente d'entendre votre rétroaction positive là-dessus. Ça a été un travail d'accompagnement de plusieurs mois en amont, pendant, puis on va continuer après. Moi, j'entends bien votre souhait de réduire la quantité de résidus ultimes. Vous avez fait référence à l'étude de Recycle Québec, là, qui est dans votre mémoire au tout début, à la page 2. Cette étude-là, l'étude de cas, elle date de quand même 2010. Il y a eu, depuis ce temps-là, une explosion de l'utilisation des contenants à usage unique. Et cette explosion-là, elle a été décuplée pendant la pandémie. Et puis, ce que l'étude indique, c'est la caractérisation de ce qui est théoriquement recyclable et théoriquement compostable. Et le styromousse étant théoriquement recyclable, mais on a vu, on le bannit parce que dans la pratique, il ne l'est pas. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est dans la pratique, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a très peu de restaurants qui pratiquent la collecte à 3 tri, même dans la restauration rapide. Donc, peu importe ce qui est théoriquement ou dans la pratique recyclable ou compostable, si tout va aux déchets, si on sert une poutine dans un contenant d'aluminium qui est recyclable à l'infini, mais qu'on l'envoie à la poubelle, c'est quand même une désolation totale là, par rapport à l'analyse du cycle de vie des produits puis à la diminution des résidus ultimes. Là-dessus, quelle est l'approche de l'Association Restaurant Québec? Je vous dirais, justement, dans les recommandations qu'on a au PMGMR, c'est des infrastructures de collecte. Si vous voulez que dans la restauration, on ait si vous voulez parler de la système à 3 tri, là, je prendrais ce premier volet-là de votre question. Moi, j'ai des membres qui nous demandent comment je peux avoir, pas nécessairement à Montréal, mais on est une association à grandeur du Québec, qui demande des bacs bruns. Mais des fois, les municipalités, les MRC ne sont pas prêts ou ne veulent pas desservir pour nous. Je vous dirais, un restaurant de quartier, effectivement, un McDo ou un Saint-Hubert, il va se prendre un privé. Il va être capable de le négocier. Mais une pataterie ou un restaurant de quartier n'a pas nécessairement les moyens et plutôt est aux dépens du collecteur qui va choisir ou qui a le territoire de collecte, puisqu'on s'entend, il n'y a pas de nombreux joueurs dans le système. Au niveau, je vous dirais, vous voyez, là, vous parliez du styromousse, et c'est là quand on vous dit qu'on prend l'exemple, mais je pense qu'effectivement, on est prêt à faire des gestes. C'est pour ça que le règlement de la Ville de Montréal, vous avez dû voir dans toutes nos annonces publiques,
on s'en sert comme le modèle à utiliser dans les autres. Oui, pour nous, le styromousse, puis je vous dirais, avec le règlement fédéral, il va être très rare de trouver du styromousse, puisque, je vous le dis, les distributeurs n'en ont plus, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière question pour la fin. On a accumulé des Herlousses. Alors, merci de vous être déplacé aujourd'hui à l'Association de la restauration du Québec. Je comprends que votre mémoire se veut un mémoire qui demande de la souplesse, de la flexibilité et je peux comprendre aussi l'adaptation que vos membres doivent avoir dans cette transition écologique. Deux questions en rafale. Je voudrais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui cause autant de problèmes pour les éco-contributions ou non à venir avec un changement de caisse enregistreuse. Donc ça, c'est une question technique parce que je vois que c'est quand même implanté. Je sais que nos commerces changent leur menu, changent les prix. Donc, je veux vous entendre concernant la difficulté de potentiellement créer des éco-contributions pour des objets à usage unique. L'autre question, c'était par rapport à un commentaire de votre mémoire. Vous dites à la page 5 que des petits contaminants vont être toujours inévitables donc dans un contexte de matière compostable parce que ça demande trop de vigilance de la part des, comment je pourrais dire, des employés de la restauration. Alors, ma question, ce serait comment qu'on fixe à ce moment-là une dimension de contenant pour éviter les abus? Puis est-ce que ça demande vraiment un effort comment je pourrais dire, si supplémentaire par rapport donc à la gestion en cuisine? Donc, c'était mes deux questions. Pourquoi les éco-contributions sont compliquées et qu'est-ce qu'on fait pour éviter les abus si pour vous, c'est inévitable? Dans le cas, pour la première question, le problème dans le système de POS, le système de caisse que nous avons, c'est pas tant changer les éléments au menu, c'est dans le cas d'éco-contributions sur des boissons. On prend une boisson fontaine, il n'y a pas nécessairement de SKU. Fait qu'on ne peut pas scanner, puis là, comme la consigne, parce que souvent les gens pensent qu'il y a une automatisation qui va se faire. L'enjeu, c'est que nos systèmes de caisse en restauration sont très peu automatisés sur des principes. Un, il n'y a pas de consigne perçue par les exploitants en restauration. Nous, on l'intègre dans nos prix puisqu'on le gère, nous, à l'interne. Et ça sera pareil avec le nouveau modèle de consigne qui va survenir cet automne. Il va rester que nous, on va le gérer en tant qu'exploitant, puis on va se faire facturer les consignes, puis on va se faire rembourser là, avec les distributeurs et les producteurs. Donc, on n'a pas de système automatisé. Donc, si on fait des éco-contributions sur une facture qui doit apparaître sur la facture, ça veut dire qu'il faut faire une saisie manuelle. C'est-à-dire que le commis à la caisse devra avoir toujours dans sa logique de puncher sur la caisse parce qu'il va puncher liqueur, moyen, éco-frais ou éco-contribution, peu importe le vocable qu'on va utiliser. Il y a des risques d'erreur. Et là, comme on parle ici d'un règlement, il va y avoir des sanctions pénales en cas d'infraction. Donc, nous, on a peur qu'il y ait des écarts, qu'il peut y avoir des écarts entre l'audit, les déclarations qu'on va faire en éco-contribution, et on risque d'avoir des sanctions pénales et donc d'être à la merci des employés. Donc, c'est ça l'enjeu. Et sachez qu'on ne gère pas nos systèmes de caisse à l'interne. Nous, on est dépendants de fournisseurs externes et ce ne sont pas nécessairement des petits joueurs locaux. Fait que vont-ils se décider pour 1 million de personnes? Je vous dirais 5 000. Si on prend l'île de Montréal, c'est 5 000 établissements, plus ou moins. Ils vont dire oui, mais ça va être dans leur liste de priorité. Quant à la deuxième, oui, on pourrait fixer, c'est plutôt une tolérance qu'on veut parler au niveau des godets et tout ça. On n'est pas prêt à tout accepter, mais c'est seulement, encore là, c'est à la merci des cuisiniers dans un coup de feu. On ne veut pas s'assurer que là, il y a eu 2 godets de lait par erreur qui sont tombés dans le bac brun. Puis que là, il y a des obligations qui nous tombent dessus. Là. Merci. Bonjour tout le monde. Le 18 mars dernier, via une publicité télévisuelle, on apprenait du gouvernement québécois qu'on a atteint des sommets au niveau des matières résiduelles. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut vous présenter? C'est une approche systémique pour changer le tout, puis on va focaliser sur les matières organiques. Mais avant de partir, on va vous présenter un peu nos organisations rapidement. Fait que je suis Guillaume Quentin, co-initiateur, directeur général de l'OBNL La Transformerie. Nous, on travaille à enrayer le gaspillage alimentaire. Notre premier projet, Rescapé, travaille à sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire et à aider à combattre l'insécurité alimentaire. Depuis presque 4 ans, c'est 160 000 kilos de nourriture qu'on a sauvés, 107 000 kilos de nourriture qu'on a redistribuée. C'est une mobilisation bénévole de 1300 personnes. Et dernièrement, on a lancé aussi un service conseil pour aider les organisations
à réduire le gaspillage alimentaire. Je laisse Cynthia du CIRIEC se présenter le CIRIEC. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Cynthia Poirier, chargée de projet au CIRIEC, qui, je le rappelle, est le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui est dirigé de main de maître par Daniel Normandin, qui était anciennement directeur de l'Institut EDEC. Donc, rapidement, le CIRIEC, on a 2 dispositifs de recherche. Le réseau de recherche en économie circulaire, qui regroupe plus de 180 chercheurs, chercheuses de 16 universités, 7 collèges au Québec. Et l'écosystème de laboratoire qui travaille sur plusieurs secteurs d'activité avec le dispositif de laboratoire d'accélération en économie circulaire. Donc, la raison de notre alliance à la Transformerie et le CIRIEC, c'est d'abord, en fait, c'est les connaissances et l'expertise terrain qu'apporte la Transformerie combinée à l'expertise en recherche et d'animation de laboratoire du CIRIEC. Ça nous permettra d'innover dans les approches et de s'adresser d'une manière plus complémentaire sur l'utilisation des ressources des systèmes alimentaires québécois. Pour s'assurer de dégringoler les sommets que je vous mentionnais au départ, je parlais d'opter pour une approche systémique, je dirais même une approche ambitieuse, comme l'a dit Valérie Plante, présidente de la CMM-RS de Montréal, lors du communiqué de presse du 22 novembre 2022, lors du lancement de la consultation du projet du PMGMR, et je vais la citer à l'instant. Les défis de gestion de matières résiduelles sont importants sur le territoire métropolitain, alors que les lieux d'enfouissement arriveront à leur capacité maximale d'ici une dizaine d'années. Nous devons prendre des mesures fortes et ambitieuses pour favoriser la réduction à la source et le réemploi et atteindre ainsi le zéro enfouissement. Merci, Guillaume. Donc, à la lecture du PMGMR, il y a des éléments qui ont attiré notre attention au niveau des matières organiques des systèmes alimentaires. D'abord, les cibles de gérer les matières organiques 100% sur le territoire et les habitations et d'en recycler ou valoriser 70%. En plus des 2 mesures suivantes, donc de réaliser des projets de réduction de gaspillage alimentaire, de créer une table métropolitaine d'économie circulaire pour encourager les synergies locales. Également, il y a des orientations qui sont directement en lien avec la thématique à laquelle nous nous intéressons. Donc, 4 en particulier, l'orientation 1, 2, 3 et 5, que je vais citer très brièvement. Donc, le 1 qui est de réduire les quantités de matières éliminées, le 2 de recycler les matières recyclables, le 3 de recycler les matières organiques et le 3 que je trouve particulièrement intéressant, de mobiliser les sociétés civiles, les ICI, quant à l'importance de participer aux activités en économie circulaire. Fait qu'on est content de voir que le projet du PMGMR reconnaît vraiment l'enjeu des matières organiques. On est du même avis. Ça inclut bien sûr le gaspillage alimentaire. Fait que si on parle un petit peu plus du gaspillage alimentaire, vous le savez peut-être déjà, mais c'est un enjeu environnemental. Recycle Québec a sorti une étude en juin dernier qui dit que 41% de la nourriture, malheureusement, est rejetée tout au long des maillons du système alimentaire. C'est également un enjeu économique. Chose intéressante quand même à dire, il y a une étude aussi reconnue de Champion 12.3 qui se nomme, qui dit que chaque dollar investi à réduire le gaspillage alimentaire permet un retour sur investissement médian de 14 $. Également, sur le territoire de la CMM, il y a plusieurs déjà initiatives très intéressantes en réduction du gaspillage et en économie circulaire. Sans être une liste exhaustive, on a la centrale agricole, on a Loop Mission, Blanc de Gris, Tricycle. Ce que ça démontre, puis il y en a plein d'autres, c'est que ça foisonne fort. Il y a un écosystème riche. À chaque fois que je vais sur le terrain, les gens me parlent de nouvelles solutions, de nouvelles idées. En même temps, malgré que cet écosystème-là est riche, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est fragmenté. Il n'y a rien qui rassemble ces acteurs, actrices-là. Et c'est là que ça devient important de les rassembler pour avoir une approche systémique et travailler ensemble pour vraiment pas perdre son temps et mettre les ressources au bon endroit. Alors, c'est pourquoi on recommande de créer un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour les systèmes alimentaires du Québec. Bon, vous devez vous demander qu'est-ce qu'un laboratoire d'accélération en économie circulaire. Donc, mais avant, c'est important de rappeler que ça s'appuie dans le fond sur une approche qui est répandue, reconnue en Europe. On regroupe plus de 400 Living Labs qu'on appelle aussi laboratoires vivants. On se base ici sur le premier laboratoire d'accélération qui a été démarré en 2021 par le CIRIEC pour le secteur de la construction.
Ce laboratoire-là a démontré sa pertinence et l'aspect mobilisateur de ce type de démarche, puisqu'il a rassemblé plus de 200 acteurs clés issus de 100 organisations du secteur. Ces organisations-là et ces acteurs-là se sont regroupés pour participer à des ateliers de co-création et une série de rencontres qui a fait émerger 17 pistes de solutions pour lever les freins à la circularité des ressources, dont 15 sont en cours de réalisation dans des projets d'expérimentation structurants. Donc, pourquoi une approche systémique du champ à l'assiette? C'est vraiment pour ne pas déplacer un problème d'un maillon de la chaîne de valeur vers un autre, ni un déplacement d'impact par des solutions à la pièce. Donc, l'idée du laboratoire, c'est vraiment de mobiliser l'écosystème québécois, de mobiliser des acteurs, autant de la recherche, du privé, de la société civile que publique. Donc, on est vraiment dans un souci d'intégrer du multi-acteur, multi-échelle également, donc des grandes et petites organisations, c'est vraiment un souci. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment que c'est une approche axée sur la recherche-action qui allie la réalité terrain à la recherche. Il y a déjà différents acteurs qui soutiennent ce type, en fait, le futur laboratoire pour les systèmes alimentaires. On a reçu plus d'une dizaine de lettres de soutien de différentes organisations et associations, également de tailles différentes. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on invite des acteurs à se présenter à nos rencontres, à nos ateliers de co-création pour partager leur réalité, de faire jouer l'intelligence collective. Puis nous, notre travail là-dedans, c'est vraiment d'animer, de faciliter les discussions, l'émergence de solutions structurantes et d'accompagner les projets durant leur phase de réalisation. Alors, notre objectif, c'est vraiment que le changement se passe. C'est pas que ça soit relié au second plan pour des questions de manque de main-d'œuvre ou de manque de temps. Fait que pour le projet, c'est un projet, la première extrapolation de 3 ans. On est vraiment sa première année sur des ateliers qui sont principalement virtuels. Le premier atelier, c'est vraiment de se donner une vision de tout le monde de façon commune. C'est quoi un secteur circulaire? Oui, je vais y arriver, merci. C'est quoi un secteur circulaire? En fin de compte, vision, on ne se met pas de contraintes, il n'y a pas de mais. Deuxième atelier, c'est quoi les freins qui nous empêchent d'aller à cette vision-là? Troisième atelier, c'est quoi les solutions ici qu'on pourrait optimiser pour justement mettre à l'échelle? C'est quoi les solutions d'ailleurs qu'on pourrait adapter? Ou c'est quoi les nouvelles solutions qu'on peut créer ensemble parce qu'on ne voit plus juste notre pointe de tarte et on voit une amplification de la problématique, on voit ça plus gros, on a le goût d'agir, se démontrer avec d'autres laboratoires. Et après ça, dans un quatrième temps, c'est quoi les solutions qu'on veut prioriser, structurantes pour tester sur le terrain pour réellement avoir le plus d'impact. Et par la suite, sur l'année 2 et 3, là, on arrive à tester avec des équipes les solutions pour les documenter, les valider, pour à la suite être capable de les transférer, de les mettre à échelle. Il n'y a pas de propriété intellectuelle, fait que c'est facile pour l'exponentialité au niveau de l'impact. Les types de solutions, ça peut être la conception de produits, du changement comportemental, la réglementation publique, des politiques publiques, ça va sur tout type de solutions. Fait qu'on est en train de travailler sur le financement. C'est un budget de 2,6 millions, on avance bien. Et tout ça pour dire à retenir, je pense que vous le savez, il y a urgence d'agir. On a besoin d'une approche systémique, comme la présidente de la CMM nous disait dans le communiqué de presse, il faut des mesures ambitieuses. Et le but du laboratoire, c'est vraiment d'aider à propulser, à atteindre les mesures, les cibles, les orientations qu'on vous a nommées. Alors, il manque juste votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je pense que c'est une approche qui est extrêmement innovante. Là. Les Living Labs, les laboratoires vivants et d'accélération aussi ont démontré dans plusieurs cas leur efficacité à mobiliser les joueurs de l'écosystème puis à mettre en commun l'intelligence collective pour trouver des solutions où chacun des maillons de la chaîne a un rôle à jouer. Vous concluiez sur ça va bien la démarche du projet en cours, les 10 lettres de partenaires potentiels. Quels sont les autres, les bailleurs de fonds potentiels? Comment est-ce que vous montez là, ce budget-là de 2,6, évidemment dans les grandes lignes, là, mais qui d'autre est autour de la table là, pour parler de la question, notamment des sous? Oui, c'est la bonne question, parce que c'est toujours ça qu'on fait des projets. Je vous dirais, là, en ce moment, nous autres, on a un dépôt de projet qui a été fait au programme préparation et investissement du chantier économie sociale, dans le sens des demandes exhaustives. Puis, on n'a pas de réponse encore, mais ça va dans un bon sens.
C'est sûr qu'on a fait des représentations politiques au cabinet du MAPAC. On a rencontré beaucoup de sous-ministres fonctionnaires depuis l'été dernier au niveau du gouvernement québécois. La Ville de Montréal aussi. Fait que, au niveau du gouvernement, on a eu des signes positifs, des avis favorables. Là, on s'est fait dire via des ministères, tout ça. Fait que c'est en train de se discuter. C'était peut-être dans le budget, ils sont même en train de regarder si c'est pas nommément nommé. Mais il y a peut-être moyen dans une mesure avec le gaspillage alimentaire en lien avec l'étude qui a été faite de Recycle Québec avant qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Puis après ça, il y a plein d'autres financements derrière qu'on travaille aussi. Fait que sans rentrer dans le détail, là, mais on pourrait le fournir aux besoins. On a comme une liste, mais c'est vraiment le gouvernement, le volet municipal public aussi qu'on va aller chercher parce qu'il est vraiment important. Parce qu'on veut rester neutre. On veut être, en fin de compte, dans le phase d'accélérer, mais on ne veut pas une entreprise privée en premier lieu qui vient financer ça. Eux vont participer à ça, puis on veut que ça soit tout type de solution et non biaisé par les acteurs derrière, par les fonds. Merci beaucoup. Anne? Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est intéressant, très intéressant. Ça donne beaucoup d'espoir. Je me demandais, sans doute que vous l'êtes déjà, mais êtes-vous en lien avec le Conseil national zéro déchet, qui sont basés à Vancouver, parce qu'ils font à peu près la même approche, le même partenariat avec les chercheurs et les organismes sur le terrain. Par contre, là, j'ai compris à la fin que vous n'étiez vraiment pas prêt à vous lancer avec l'entreprise privée, mais eux travaillent quand même pas mal avec eux. Ça n'a pas l'air si biaisé que ça à la fin. En tout cas, il y a même, on dirait que, peut-être que je suis naïve, là, mais ils ont vraiment l'air de chercher aussi des solutions. Puis, moi, je trouvais que ça avait l'air correct. Mais bon, je vais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être j'ai été mal compris. Je parlais plus pour le financement, mais c'est sûr que les acteurs privés, on veut qu'ils participent au laboratoire. Par rapport à ça, il y a déjà une dizaine de lettres, dont l'ARQ qui était présente. Tous ces gens-là soutiennent ça, mais aussi veulent participer en mentionnant qu'il va y avoir des gens qui vont y participer de façon bénévole pour amener leur réalité, participer à ça. Puis au Conseil national zéro déchet, on a déjà participé des activités. Il y a même le CERIEC qui a présenté quelque chose à Vancouver dernièrement, le cadre du laboratoire en construction. Fait que oui, on est en lien avec eux, là, c'est sûr. Mais s'il reste du temps, moi, je vous remercie. Je pense que les données que vous mettez de l'avant sont très explicites, là, 14 de retour sur 3 de gaspillage alimentaire évité. Puis l'économie circulaire est un maillon tellement important de notre économie et en ce moment tellement faible. Là. On est à moins de 4 puis à l'échelle planétaire, si on avait une économie circulaire à hauteur de 17 selon l'ONU, on limiterait sous la barre des 2 degrés la hausse du réchauffement climatique. Donc, on a réellement un coup de barre à donner en ce sens-là pour l'économie circulaire. Donc, vous nous suggérez, si je comprends bien, j'entends bien votre proposition qui est très concrète, qui est pour le plan métropolitain, mais c'est d'aller au-delà de la table qu'on veut mettre, notre action 10, là, qui est oui, c'est ça, d'ici la fin 2026, mais qu'on aille plutôt vers un laboratoire d'accélération de l'économie circulaire. J'imagine que vous avez vu que la Ville de Montréal est en pleine consultation sur l'économie circulaire parce que c'est ça, on veut aussi accélérer cette transition vers l'économie circulaire. Je vous remercie. C'est notre prochain mémoire. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu en mode solution pour nous sensibiliser puis nous donner des pistes intéressantes. Merci beaucoup. Bien, merci à vous pour votre temps. Bien, merci, puis n'ayez pas peur de prendre l'approche systémique. Je pense que c'est vraiment important, honnêtement. Bonjour, merci. Je me sens contente parce que je vais avoir tout le temps pour moi. Il n'y a personne qui m'attend derrière, fait que non, je plaisante. Bon, alors, je suis heureuse d'accéder à cette tribune pour vous présenter notre idée projet. J'ai dit nôtre parce que normalement, je devais être accompagnée par ma coéquipière Angela, avec qui j'ai réfléchi ce projet-là. Angela est une personne en mobilité limitée et sa santé aujourd'hui ne pouvait pas lui permettre de se déplacer. En revanche, sachez qu'elle m'a autorisée à parler en son nom. Bref, notre idée / projet,
ne vient en aucun cas dénigrer ou défaire le système de récupération des matières visées par la responsabilité élargie des producteurs qui est mis en place via notamment les points de retour, que ce soit les écocentres ou les points de dépôt dédiés. Le système fonctionne bien dans le cadre de ces paramètres et notre idée projet, c'est derrière, en fait, c'est de le bonifier, voire le compléter, voire l'optimiser. Alors, en fait, le système actuel a été pensé au départ en fonction du citoyen qui est informé, sensibilisé, motorisé et surtout motivé. Il n'a pas été pensé en fonction de M. Tremblay, qui, lui, a une voiture, il a du temps, mais poser le bon geste, rapporter ses restants de pâture au point de retour dédié ne fait pas partie de ses priorités. Le système n'a pas été pensé non plus en fonction de Madame Touré, qui, elle a une famille, des enfants en bas âge. La semaine, c'est la course derrière la montre, et la fin de semaine, c'est le festival des activités. Le système n'a pas été pensé non plus en fonction de Monsieur Tanguay, qui, lui, a fait le choix de ne pas avoir de voiture, donc que ce soit par souci financier ou par souci écologique, et peut-être même des fois les deux, et c'est mon cas, de ne pas avoir de voiture. Il n'a pas été pensé non plus en fonction de Madame Torres, qui, elle, n'a pas de permis par crainte de conduire tout simplement. Alors, encore moins en fonction de ma coéquipière Angela, qui, elle, pour les raisons que vous savez. Alors, je me dis, à l'ère où la quantité des matières résiduelles continue à augmenter sans cesse, comme le démontrent les derniers chiffres du bilan de Recycle Québec, à l'ère où il ne se passe pas une semaine, voire même une journée, sans qu'on parle des enjeux liés à l'exploitation des sites d'enfouissement, leur capacité, les demandes d'agrandissement, les autorisations gouvernementales, l'acceptabilité sociale, et j'en passe. Alors, et je donne un titre d'exemple, mais ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous êtes mieux placé que moi. Vous savez que le site d'enfouissement à la Chine, qui est à Terrebonne, et il est supposé arriver en pleine capacité en 2029. Là, on réalise que il faut reculer, et puis avec la demande, bien sûr, d'agrandissement qui est en cours en ce moment. Et puis à l'ère, surtout, où d'autres législations étrangères, notamment en Europe, où je prends l'exemple de la France avec la loi AGIC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui exige des détaillants. C'est un exemple. Il y en a bien d'autres règlements qui vont dans ce sens, qui oblige, mettons, un détaillant qui vend des sofas, quand il va livrer un nouveau sofa chez le client, la loi l'oblige à récupérer le vieux sofa s'il y a lieu, bien sûr. L'ère où on assiste au déploiement des applications mobiles maintenant à travers l'Europe, c'est des applications non seulement qui encouragent les citoyens à faire le bon tri, mais il les récompenser financièrement. C'est ça. Donc, ils offrent, par exemple, aux consommateurs en échange un effort de tri citoyen. Alors, sur la base de toutes ces informations et à la lumière de tous les points que j'ai décrits dans le document que vous avez entre les mains, il serait plus que temps de revoir peut-être nos programmes opérationnels en termes de récupération des matières et d'élaborer de nouvelles approches citoyennes adaptées. Nous pensons que le projet Un écocentre à la portée du citoyen va pleinement en ce sens et qu'il rejoint aussi pleinement votre orientation numéro 1. Voilà.
Merci beaucoup. Je disais à vos prédécesseurs qu'ils étaient en mode solution. Vous l'êtes également. Puis je tiens à souligner le fait que vous êtes la seule citoyenne qui vient comme citoyenne avec votre collègue qu'on salue. Félicitations, vraiment. Je tiens à souligner, je trouve que c'est très exemplaire. On devrait j'espère que vous allez influencer nos concitoyens et concitoyennes aussi à s'intéresser à la chose publique comme ça. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part de mes collègues? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, merci de votre présentation. Effectivement, j'ai lu avec attention le mémoire parce que, comme le disait Monsieur le Président, il n'y a pas énormément de citoyens qui ont fait cette démarche. Vous l'avez documentée, vous l'avez faite avec des références qui sont tout à fait judicieuses. On voit que des projets sont déjà en cours dans plusieurs villes. On parle de Barcelone, Québec, Joliette, voyez le crescendo. Alors là-dessus, ça donne envie aux villes qui composent la table de la commission aujourd'hui de s'inspirer de bonnes pratiques. Je dois vous dire que dans le cadre de mon porte-à-porte, et je ne sais pas pour les collègues qui composent cette table, c'est le genre de situation auquel on a été confronté. Effectivement, le modèle actuel n'est pas adapté à l'ensemble des besoins et des spécificités de chacun. Donc, vous nous faites réfléchir. La CMM doit se poser la question et je pense que nos villes, en entité elles-mêmes, peuvent aussi agir en la matière. Donc, je tenais à saluer votre participation citoyenne, vous remercier pour, évidemment, d'identifier des problèmes et d'apporter des pistes de solutions qui sont crédibles et imaginatives. Alors, là-dessus, en espérant peut-être vous recroiser dans d'autres débats et dans d'autres consultations, merci pour la contribution que vous nous faites aujourd'hui. Oui, vas-y. Oui, on citait, merci pour la solution que vous amenez. On citait certaines villes, dont Barcelone et Joliette. Et je me demandais si vous avez entendu parler de l'exemple, je crois que c'est à Drummondville, au Québec, où ils ont mis en place cette sorte de solution-là aussi, des éco-centres mobiles. J'ai entendu parler du projet, mais je ne connais pas les résultats. Je vais les chercher, mais je ne sais pas si vous aviez entendu parler des résultats de ce projet-là. Drummondville, non. Pourtant, j'ai fait quand même j'ai ratissé assez large pour voir c'est quoi les projets qui ont été réalisés qui ressemblent à ce que je vous propose, à ce que nous vous proposons comme solution. Mais non, Drummondville n'est pas venu à mes oreilles, non. Et par curiosité, dans les cas que vous avez cités dans votre mémoire, est-ce que vous avez... là, je pose la question comme ça, mais est-ce que des changements de comportement ont été documentés? Saviez-vous que ça a fait une différence, dans le fond, sur le taux des récupérations là, dans les municipalités de collecte là, ou de tri, en fait, dans ces municipalités-là? Oui, l'achalandage, en fait. C'est comme ça qu'on peut éventuellement le mesurer. C'est comme, je prends l'exemple de Barcelone, par exemple, ils appellent ça les points verts. Effectivement, quand j'ai lu, c'est sûr, je ne vous ai pas mis tout l'article, mais effectivement, il y a un constat comme quoi l'achalandage, c'était d'abord l'appréciation des gens qui ont utilisé ces points verts-là, et l'augmentation de l'achalandage, et la réduction aussi des quantités des matières qui ont été détournées de l'enfouissement. Sincèrement, moi, je ne vois pas une autre solution. Si on veut vraiment rencontrer les objectifs de votre plan directeur de gestion de matières résiduelles et les objectifs locaux aussi pour chaque municipalité, il faut vraiment être créatif et aller plus vers le citoyen. Je pense qu'on a atteint les limites. On se dit, le citoyen, c'est lui qui va se déplacer. Maintenant, il va falloir faire un pas de plus. Bien, je vous entends, puis on incite les citoyens aussi à se débarrasser de leur voiture le plus possible pour avoir un mode de vie actif. Donc, il y a quelque chose de cohérent dans ce que vous partagez là. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. Je trouve ça très inspirant. Puis, en fait, ça me fait réaliser, comme élu de l'arrondissement de Verdun, on avait travaillé aussi avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques. On avait fait des points de dépôt. Et là, parce que, donc, tant qu'à avoir une journée spéciale où on invitait les résidents à venir porter leur point de dépôt, parce que Verdun est à peu près à 5 km d'un éco-centre, difficilement accessible en transport collectif. Et là, on avait récupéré, tant qu'à y être, les cartouches d'encre, les piles. Et ça, c'est en effet un moment où on peut
donner beaucoup on est dans l'information, sensibilisation, formation, éducation. Il y a là aussi un moment où on peut transmettre plus d'informations sur les produits domestiques dangereux, par exemple, qu'on ne doit pas mettre dans nos ordures ménagères. Donc, c'est peut-être une solution qui n'est pas si coûteuse là, qu'on peut implanter dans les quartiers de façon ponctuelle. En fait, ça existe, et je pense pas juste à Verdun, dans d'autres municipalités, mais c'est le même enjeu, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui doit aller vers ce point de dépôt. Et c'est là le nerf de la guerre. Donc, je dis les exemples, c'est des personnages fictifs que j'ai présentés. Quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas de permis, quand on n'a pas les moyens de prendre un taxi, d'abord, pour penser prendre un taxi, pour aller apporter ce restant de peinture, il va falloir que la conscience environnementale de la personne soit au top. Fait que, non, c'est ça. Il y a un frein. C'est qu'on ne peut pas se déplacer et on n'est pas motorisé pour apporter l'article visé par la REP au point dédié. Ben, il va falloir trouver une solution. Il faut que ça soit l'écocentre qui vient vers moi. C'est ça. Et c'est possible. Je pense que c'est très possible. Merci. Je vous dirais, l'exemple du galon de peinture, parce qu'on peut l'apporter dans les quincailleries, beaucoup d'endroits. On n'est pas obligé d'aller jusque dans un des 7 écocentres sur l'île de Montréal et autres dans les autres municipalités. Mais j'entends le fond de ce que vous dites, c'est de rapprocher les points de collecte au cœur des quartiers plutôt que d'aller dans les sites qui sont souvent excentrés par rapport aux quartiers résidentiels. Et les quartiers densifiés aussi. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour, en fait, la pertinence de votre intervention. Je me permettais de partager une réflexion avec M. Warnett en lui disant, mais c'est drôle, ce que vous venez de nous rappeler, c'est que pour plusieurs flux de déchets, votre suggestion est appliquée. On va vers le producteur et on facilite le geste de disposer de ces déchets pour les déchets ultimes, pour la récupération, mais pour des déchets souvent qui ont des petits volumes. Vous avez parlé notamment des résidus domestiques dangereux ou autres, qui sont les plus pertinents à sortir des sites d'élimination. On demande l'effort. Et donc, je vous remercie pour la prise de conscience que vous nous avez aidé à faire aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté.